La frugalité du Drosera, un roman feuilleton 2.0 collaboratif et un peu perché, d'Hélène du Guézou. Épisode 3. Mais je suis un homme heureux. Si la disparition brutale de Geneviève m'a secoué, je ne perds pas le nord pour autant. Comme Jean-Eudes, Mathilde et Margot, je rentre chez moi. J'y pars donc au plus pressé, installer au mieux le Drosera dans mon bureau. Je le libère du sachet et le dépose dans une coupelle avec le filet d'eau de la tourbière et quelques sphènes pour lui tenir compagnie. J'ai même l'impression de le rendre libre. Je regarde la petite chose qui baigne et une citation me revient en mémoire. On ne peut être vraiment soi qu'aussi longtemps qu'on est seul. Qui n'aime donc pas la solitude n'aime pas la liberté, car on est libre qu'étant seul. Ah oui, c'est très juste. Mais c'est de qui déjà? De Schopenhauer, me répond Antimoine, dans ses aphorismes sur la sagesse dans la vie. Ah oui, c'est vrai, merci Antimoine. Oh, je t'en prie, me répond-il, avant de se lever sur lui-même et de se rendormir en tournant le dos au Drosera. Je sais bien que ça surprend un peu au début, mais Antimoine est un chat qui parle. Mais pas à tout le monde, il a ses têtes. Nonobstant, c'est par ailleurs un chat extrêmement bavard, quand il ne boude pas. Je me suis souvenu des propos de Geneviève sur le Drosera. C'est une plante carnivore, il lui fallait donc une mouche en guise de bienvenue. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais c'est toujours quand on cherche une mouche qu'on en trouve. Je fais 100 fois le tour de ma maison, un filet à papillon à la main, l'œil aux aguets, l'oreille dressée, rien. Enfin, c'est dans les étages, sous les combles, et au bout d'une bonne vingtaine de minutes d'une quête infructueuse et agacée, que j'entends soudain un très léger bourdonnement irrité. Prise dans une toile d'araignée tendue sur une des fenêtres de toit, une petite mouche affolée tente l'impossible face à l'inéluctable. Je me dis que ce n'est vraiment pas son jour, car je la sauve de l'araignée pour la livrer au Drosera. Amor fati. Quand il m'entend revenir, Antimoine se redresse et d'un œil courroucé me regarde déposer délicatement la pauvre mouche sur la feuille bordée de sucre collant du Drosera. Accroupi, le regard au bord du bureau, j'observe longuement la mouche et le Drosera, sans qu'il se passe quoi que ce soit. La mouche est prisonnière de la glu, le Drosera reste sur son compte à soi. Antimoine m'observe observer le Drosera, mise en abîme. Puis je me souviens que je me suis proposé à prévenir les auteurs de notre cercle du drame qui s'est joué ce matin aux tourbières du Mougou. Alors là, c'est le pompon. Mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle lubie? Moi, je ne suis pas jaloux, du moins pas au sens où vous l'entendez. Je suis simplement révolté. Et je me sens trahi. Le paradoxe est patent. Je suis là, moi. Et depuis de longues années, j'œuvre à faire partie des meubles. Je mets en coupe réglée nuitamment la petite communauté des rongeurs qui tentent d'envahir ce foyer. D'ostensibles traces sanglantes témoignent au petit jour de l'harassant labeur de mes nuits. Quant à mes ronronnements diurnes, ils assurent la totale zénitude du logis. Tenez-vous bien, mes ronronnements sont parfaitement bio, et ils ont sur les ligues l'effet de la Madeleine de Proust. Ils l'apaisent,
font remonter des émotions anciennes et libèrent les hormones du bonheur. Comme le marchand de sable, je saupoudre la maison d'une pincée d'endorphine, d'un voile de sérotonine, d'un zeste de dopamine. Ne suis-je pas formidable? Je me dis souvent que Lelig a beaucoup de chance de m'avoir dans sa vie. Je suis naturellement thérapeute. Je suis utile. Je suis même tout à fait indispensable à son équilibre. Et voilà que cette petite chose végétale insignifiante, à mi-chemin entre une mini-feuille de laitue et un micro-chou de Bruxelles, débarque dans ma vie et tente insigneusement de me déloger de mon royaume. L'inégalité de traitement me brise le cœur et me retourne l'estomac. Alors que je dois me contenter de croquettes véganes, au motif qu'il ne faut pas faire de mal aux animaux, voilà que les ligues courent bêtement dans toute la maison pour capturer une mouche afin de nourrir une plante carnivore. On marche sur la tête, c'est certain. Et je peux vous garantir que ça ne se passera pas comme ça, foi de chat quantique. Je me plante devant l'hélique, je la fixe avec mon regard de sociopathe et je lui dis: Lélig, il faut qu'on parle. J'ouvre la session Facebook privée des auteurs du Cercle des romanciers, auteurs et poètes de l'Ouest sur mon ordinateur et j'y publie un message laconique, poignant mais digne, pour diffuser l'information du jour auprès de ses membres. Geneviève nous a quittés tragiquement. J'ajoute une photographie de groupe prise par Mathilde sur le parking de l'allée couverte du Mougot, avant le safari, la glorieuse capture du Drosera et le décès tragique de notre guide. Notre petit groupe de randonneurs pose, adossé au SUV de Geneviève. Nos sourires en tranches de papaye s'étalent sur chacun des visages. 1 heure et demie après, le malheur s'abattait sur nous. Je relis mon message, je valide et je le poste. Immédiatement, quelques notifications tintinabulent et les smileys surpris et dévastés s'empilent. Les auteurs du collectif, les uns après les autres, sont stupéfaits. Lorsque nous avions créé ce collectif, nous étions une poignée d'auteurs désœuvrés par le grand silence imposé par la pandémie. Tout s'était arrêté. Restait l'écriture, cette solitude dans la solitude, et les réseaux sociaux, ce brouhaha synthétique infini. 2 ou 3 sérieux apéros sur Zoom plus tard, et le collectif voyait le jour. On l'a d'abord nommé Cercle des romanciers de l'Ouest, mais d'autres auteurs nous ont rejoints qui publiaient bien d'autres choses, de la bande dessinée, des essais ou de la poésie. On a donc ajouté auteur, puis poète parce que Jean-Eudes refusait obstinément les étiquettes infamantes de romancier et d'auteur. Il était un poète, qu'on se le dise. C'est lorsque les statuts ont été déposés à la préfecture que je me suis avisé du ridicule intégral de notre acronyme, mais c'était trop tard. Eh oui, le cercle des romanciers, des auteurs et des poètes de l'Ouest, ça donnait le crapaud. Nous sommes 12 membres, enfin 11 depuis ce matin. Ce que n'a pas pu s'empêcher de remarquer Édouard, auteur de romans maritimes patrimoniaux, avec un certain cynisme. Commentaire de Édouard. Bon vent, Geneviève, que la terre de Bretagne te soit douce. Mais au fait, ça libère une place dans notre collectif. Je connais justement un auteur de romans piscicoles de science-fiction qui souhaiterait intégrer le crapaud. Vous validez? Je lui réponds assez vertement. Commentaire de Lélig. Pourrait-on célébrer les obsèques de Geneviève avant d'en parler? Non mais nous nous tenons statutairement à 12 membres et à 12 salons littéraires par an, un par mois, dans des villes alentours. C'est bien assez à mon sens. Mais à entendre certains auteurs, il faudrait multiplier tout ça.
Considérant que nous n'avons pas le don d'ubiquité et qu'il faut à chacun du temps pour soi, pour la vie familiale, professionnelle et sociale, comme pour l'écriture. Bref, il faut que cela reste du plaisir sans contrainte. Il y a quelques tensions sur le sujet, à l'évidence. Quant à accepter d'autres membres, la question est également épineuse, car il nous a semblé lors de la création du crapaud qu'il fallait conserver un certain équilibre. Ce qu'on fait bien à 12, le fera-t-on aussi bien à 40 ou à 50? Pas si sûr. Du moins c'est mon avis. Pour autant, en sus des 12 membres qui constituent le pivot du crapaud, on sent cet acronyme. Nous invitons toujours sur nos salons des auteurs amis, qu'ils soient romanciers, poètes, illustrateurs ou photographes. Mais ça s'arrête là. Et comme il n'y a jamais eu de départ, cette place vacante est pour nous quelque chose de nouveau. Je sens que la foire d'empoigne commence. Une nouvelle notification s'affiche. Commentaire de Jean-Eudes. Respectons en effet ce temps de deuil, mais pourquoi pas plutôt un autre poète? Et voilà, et ce n'est que le début. Je referme mon ordinateur d'un claquement sec et me trouve nez à nez avec Antimoine, qui a sa tête des mauvais jours. Le Drosera n'a toujours pas englouti la mouche qui ne vrombit plus que par intermittence. Cette maudite journée n'en finit pas. Avec les beaux jours, il me tarde de reprendre la mer, de hisser la grand-voile et de traquer le bar. Certes, Geneviève nous manquera. Enfin, pas à moi spécifiquement. Les histoires de verdure toxique, très peu pour moi. Et puis, elle était sympa, jeune, mais elle avait ses jours. Quand on y réfléchit, ça faisait quand même beaucoup de bonnes femmes. Alors, une de moins, c'est l'occasion de ramener l'équilibre et de faire rentrer un bonhomme dans le crapaud. Certes, il y a Jean-Eudes, qui est un véritable ami. Mais la poésie, très peu pour moi. Enfin, disons que je n'y suis pas vraiment sensible, car je suis le romancier des grands espaces. Des houles puissantes qui prennent d'assaut les falaises, des bourrasques sifflantes qui déchirent les grands voiles, et des mains calleuses qui relèvent les filets. Je rêve de faire un bout de route littéraire avec de véritables complices. Bref, je suis un heureux auteur de romans maritimes. N'en déplaise à Geneviève, il n'y a pas que les sphènes et les droséras qui sont menacés. La voile traditionnelle de travail est en grand péril. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas une saison estivale sans qu'éclosent dans tous les petits ports de Bretagne, comme d'outre-Manche, d'authentiques fêtes qui nous réunissaient et permettaient de partager avec le grand public cette brûlante passion pour les bateaux patrimoniaux et la voile traditionnelle. Et à cette époque, l'engouement pour les voiles cachous était bien plus contagieux que le Covid, croyez-moi. Les foules épanouies déambulaient sur les quais, mitraillaient les flottilles et s'enivraient des volutes des fumaisons de poissons et de pintes de bière qui coulaient à flots. Pour moi, ça avait commencé en 1982, à Porsberg, en rade de Brest, par le tout premier rassemblement de voiliers traditionnels dont il m'arrive encore aujourd'hui de rêver. Certes, les grandes villes portuaires avaient flairé le filon et des rassemblements gigantesques avaient éclos dans la foulée sur les quais de Brest ou de Rouen. Mais les petites fêtes, authentiques et fraternelles, avaient essaimé dans tous les petits ports, comme celui du Fou, de Douarnenez, du Conquet ou de Ploumana. Nos étés étaient à une série de joyeuses haltes où les bâtiments d'une même flottille hétéroclite, bretons ou britanniques, se devançaient et se suivaient.
Les repas des équipages se célébraient en chansons universelles de pêcheurs ou de pirates, mais quoi qu'il en soit de marins, ces paysans de la mer. On y parlait fiévreusement, restauration de coques, cachetage de voiles, coups de main de charpentier de marine, réfection de filets ou d'épissures. Des associations de passionnés se penchaient sur les bateaux usés des flottilles d'hier pour leur redonner couleur et vie. Il y avait des budgets conséquents alloués à cette vaste entreprise de sauvetage d'un patrimoine qui partait à volo. Tout semblait possible et les bateaux, sauvés à temps, semblaient protégés à jamais grâce au classement magique au titre des monuments historiques. Je me souviens, dans les années 90 à 2000, j'avais soigneusement recueilli la parole des anciens. Vous savez, ces vieilles personnes assises sur les quais, qui observaient toute la sainte journée les allées et venues des bateaux de pêche et le débarquement du poisson, puis qui, au crépuscule, commentaient soigneusement tout ça au bistrot, devant un rouge lime, puis deux, puis trois. Un beau jour, j'étais moi-même tombé en pâmoison devant un cotre de Carantec, piteux et décati, rempli d'eau de pluie, échoué pour toujours sur une grève, au fond d'un aber, et je l'avais sauvé, littéralement. Le cotre de Carantec, c'est le plus beau bateau qui soit. Il est équilibré, magnifiquement dessiné, polyvalent. Il excelle en régate, mais ne rechigne pas à la tâche pour la petite pêche côtière. Parfait, je vous dis. L'élu de mon cœur, Drosérez, est un monotype du Finistère qui a vu le jour au chantier naval Moguerou en 1927 sur un plan de Victor Brix de 1926. Ce qui en fait un véloce vieillard de près de 100 ans, qui plus est classé au monument historique depuis 2019. J'ai toujours aimé les lignes très pures que Eugène Moguerou, talentueux charpentier de marine d'avant-guerre, a su donner au cotre sorti de son chantier et que l'on reconnaît du premier coup d'œil. Drosérez fait ma fierté. C'est un admirable monocoque de 7 mètres, issu donc d'une série de 8 voiliers commandés par un commandant de marine marchande au tout début du siècle précédent. Oui, c'est donc un beau bateau. Il est ponté et sa construction est de type bois classique. Sa coque est bordée et rivetée sur des membrures ployées en acacia. Un bijou. Aujourd'hui encore, le chantier d'Eugène, devenu le chantier Jézéquel, reste une institution en Léon et il est désormais installé sur la rive léonarde de l'embouchure de la rivière de Morlaix. 4 générations d'artistes constructeurs maintiennent le cap contre vents et marées. Des orfèvres. Après l'avoir racheté une poignée de moules à son fâcheux propriétaire qui l'avait oublié dans la vase où il disparaissait, je me suis jeté à corps perdu dans la restauration de Drosérez. Un gouffre, du moins financièrement. J'ai entamé une reconstruction quasi complète au fond de mon jardin. Une à une, j'ai changé les membrures, refait le pont, racheté un jeu de voile de coton couleur cachou, construit un nouveau mât, posé un moteur tout neuf, refait les peintures et les vernis, revu entièrement l'accastillage de bronze, avant de reprendre les aménagements intérieurs, spartiates. Lorsque je l'ai rendu à la mer à partir de la cale de mise à l'eau du Dourduf en mer, après des mois d'efforts, Drosérez m'a comblé, remontant magnifiquement au vent, à la fois rapide, nerveux et docile, agile à relever les casiers, jouant avec élégance autour du château du Taureau et de l'île Louette, cinglant le long de l'île de Bas. Les vieux marins du Dourduf
aux mains tordues d'arthrose et au nez comme des tubercules brûlés par les UV et le sel, ont pleuré devant la silhouette rajeunie de Drosérèse. J'ai dépensé sans compter. Je n'ai plus un sou vaillant. Ma femme a jeté l'ancre, mes enfants ont plié les gaules, mais je suis un homme heureux.